Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des sujets qui ont retenu l'attention cette semaine. Le forum de la presse en retient essentiellement 5. La mort de 2 soldats maliens dans une embuscade le week-end dernier dans la région de Tombouctou. La dénonciation de ce que l'association Kaoural Lopoulakou ou l'Union des Peul appelle les exactions commises contre la communauté Peul depuis des semaines. Les premiers résultats de l'enquête menée par l'aménagement suite à la mort de 2 manifestants à Kidal, la disparition d'armes et de munitions dans les camps de la garde nationale et la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous allons donc parler de tous ces sujets avec 3 invités. Amadou Diallo, il est ici en qualité, on peut le dire, de journaliste indépendant, même s'il travaille à l'essor dans la mesure où les idées exprimées ici n'engagent que lui-même, il tient à ce qu'on le signale. Nous avons également dans ce studio David Dambélé, il est de Dépêche du Mali et est attendu dans ce studio d'une minute à l'autre Alou Diawara qui est lui aussi sera là en qualité de journaliste indépendant même s'il est correspondant de la BBC. Alors l'émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices auditeurs, bienvenue donc. Le premier sujet que nous abordons dans le forum de la presse de ce vendredi, c'est un sujet tragique. Il s'agit de la mort de 2 soldats maliens dans une embuscade dans la région de Tombouctou. C'était donc le week-end dernier. La situation sécuritaire au nord du Mali met donc du temps à s'améliorer de façon sensible, n'est-ce pas, Amadou Diallo? Merci, Monsieur Fomba, de m'avoir permis de parler un peu sur ce sujet qui est vraiment sensible et qui préoccupe pratiquement tous les Maliens. Évidemment, la situation sécuritaire dans les 3 régions du Nord, jusque-là, malgré la signature de l'accord, reste à établir. Parce que, évidemment, les groupes armés ont signé l'accord avec le gouvernement du Mali et sous le témoignage de la communauté internationale. Mais il va sans dire que les groupes armés eux-mêmes ne maîtrisent pas totalement tous leurs éléments. Parce que, comme on dit groupe armé, par définition, il faut s'entendre que c'est des mouvements hétéroclites, et non seulement hétéroclites, mais aussi des mouvements sans grande organisation, et qui fait que même les chefs de ce genre de ces groupes ne contrôlent pas totalement tous les éléments du groupe. De telle sorte que la situation est très délicate à maintenir. C'est progressivement que ça peut se stabiliser, en fonction bien sûr des intérêts des uns et des autres. Alors, nous allons maintenant nous tourner du côté de David Dambélé. Il est donc de Dépêche du Mali. David Dambélé, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé donc, dans la région de Tombouctou le week-end dernier? Je rappelle, il s'agit de la mort de 2 soldats maliens dans une embuscade. Moi, je pense que les actes de ce genre, en tout cas, moi, ça ne me surprend pas. Comme l'a dit mon confrère Diallo, c'est une situation qui est là. Tant que la situation sécuritaire n'est pas totalement maîtrisée, on peut d'aventure s'attendre à des actes de ce genre perpétrés non seulement sur les forces armées maliennes, mais aussi sur les forces étrangères présentes sur le territoire malien. Donc je pense que il y a vraiment lieu d'accélérer ce processus de sécurisation du pays pour pallier, pour espérer ne plus vivre ces scénarios parce que la précarité, elle est une réalité dans les 3 régions, comme l'a dit Diallo. Alou Diawara, il a signé donc son arrivée dans ce studio. Alou Diawara, alors nous allons maintenant écouter votre réaction par rapport à la mort de 2 soldats maliens lors d'une embuscade le week-end dernier dans la région de Tombouctou. Moi, je pense que c'est un fait courant que des soldats trouvent la mort dans cette partie de notre pays, notamment l'axe Goundam
quelle autre localité jusqu'à Tombouctou. Des incidents comme ça arrive pratiquement toutes les 2 semaines, j'allais dire. Et je suis étonné que les autorités qui contrôlent quand même la partie, les autorités n'aient pas pris des mesures, n'aient pas tiré toutes les leçons des précédents incidents dans cette zone-là, parce que s'agissant d'embuscades, s'agissant d'incidents liés à l'engin explosif et d'autres formes d'attaque, je pense que cette zone est vraiment fragile. C'est l'une des zones les plus dangereuses pour les forces maliennes depuis l'intervention française. Mais je pense que c'est dommage que les autorités n'aient pas pu tirer toutes les leçons pour renforcer ces axes-là afin de garantir une mobilité avec plus de sécurité pour les forces maliennes. C'est ma première réaction à cela. Alors, on voudrait savoir maintenant l'identité des assaillants. Est-ce qu'on en sait quelque chose, Amadou Diallo? Non, comme je l'ai dit, ça dit que c'est une situation qu'on ne peut pas maîtriser. Et j'ai dit autant les autorités maliennes, contrairement à ce que mon confrère de Diawara pense, il est évident que même les groupes armés qui sont signataires de l'accord ne peuvent pas se dire qu'ils peuvent maîtriser la situation à 100%. Parce que eux-mêmes, ils recrutent sur le tas. Les gens viennent avec des intérêts différents. Alors, étant entendu que leur état-major lui-même ne maîtrise pas toute la situation qu'elle gère, il va sans dire que les autres, par ricochet, vont toujours subir. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas évident que la situation se stabilise maintenant. Ce n'est même pas possible. Il ne faut même pas s'élever dans tous les pays du monde, là où il y a conflit armé, la paix met du temps avant de s'installer. Parce que c'est une question d'intérêt stratégique. Chaque élément, chaque composante de l'accord a ses intérêts particuliers. Et à l'intérieur de ces intérêts particuliers, il y a les intérêts des éléments. Parce que n'oubliez pas que quelqu'un qui est habitué à utiliser l'arme pour se faire de la poche, mais évidemment, il ne va pas s'en priver tant qu'il y a l'occasion. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plutôt du banditisme. Moi, je crois qu'il faut appeler le terme par banditisme. Mais malheureusement, dans le banditisme, c'est les forces de sécurité, les forces armées de sécurité qui vont faire les frais parce que c'est eux qui protègent ceux-là qui veulent brigander. Donc, forcément, ils vont s'attaquer aux protecteurs des victimes. Donc, dans ce genre de situation, chacun, on se donne la main pour essayer de trouver une solution à la situation. Et ça, c'est à la fois les autorités militaires maliennes, les autorités militaires des forces étrangères, les autorités militaires des groupes armés signataires de l'accord. On se donne la main, ça dit que les unités mixtes qu'ils avaient envisagées, il faut aller vers ça et aller vers le cantonnement des forces. Parce que sans cantonnement, même eux là, ils ne peuvent pas maîtriser leurs hommes. Maintenant, avec le cantonnement, on saura qui a fait quoi, où, quand et comment. Parce que chaque groupe, chaque individu opère avec son mode opératoire qui lui est... Parce que le style, comme on le dit dans notre jargon journalistique, le style est individuel. Hein? Même la façon de tuer, c'est individuel, c'est un style. Donc, on peut savoir, à travers les actes posés, et définir le mode opératoire. Et derrière le mode opératoire, on saura qui a fait quoi, quand et comment. Et là, en ce moment, on pourra circonscrire le phénomène. Sinon, tant qu'on ne va pas vers le cantonnement des hommes qui ont signé l'accord, il n'y aura pas de stabilité. Ça, il ne faut pas qu'on se l'air. On est dans cette situation, on va rester dans cette situation au moins pendant 3-4 ans. On a vu pendant la signature de l'accord de 92, le Mali a mis 5 ans avant de stabiliser la zone. Et malheureusement, au moment où on stabilise, on retombe encore. Parce qu'il y a un phénomène qui ne se dit pas beaucoup, mais qui est réel.
Le terme, je ne sais pas si le terme existe en français, mais moi, je vais peut-être inventer ça. C'est la rentitisation de la violence. Ça dit que faire de la violence comme moyen de réussite. Donc, rendre la violence rentable. Rentable, évidemment. Et ça, il y a certaines familles qui se sont spécialisées dans ça, dans le septentrion de notre pays, malheureusement. Depuis des décennies, ils sont dans ça. C'est devenu un moyen d'enrichissement. Bon, tant que ces gens-là n'arrivent pas à se décider que c'est par le travail qu'on peut réussir, le cycle de la violence, ça va revenir périodiquement. Voilà ce que je peux dire. Alors, David Dambré de Dépêche du Mali. Oui. Non, moi je veux juste dire que pour répondre à votre question, à savoir qui est derrière cet acte-là, moi je dirais, pour compléter mon confrère, que les cafouillages qui prévaut dans la zone ne nous permet pas de savoir qui est derrière cet acte-là. On ne sait pas à présent qui fait quoi, qui est où, qui fait quoi vraiment dans la zone. Donc je pense qu'il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre de ces accords sur lesquels tout un peuple espère pour espérer pouvoir stabiliser la zone. Comme il le dit, le cantonnement, s'il est établi, on saura qui est qui fait quoi, et donc les responsabilités sont facilement identifiables. Alors, dites-nous, Alou Diawara, journaliste indépendant, la rentabilisation donc, de la violence serait-elle la raison principale de ce genre d'action au nord du pays? Ouais, du moins, je peux dire que la rébellion, de façon cyclique, le fait que chaque fois, il y a une génération de rebelles qui apparaît, et on négocie, et on en arrive à des solutions, et 10 années plus tard, ou moins que ça d'ailleurs, une autre génération de rebelles réapparaît. Cela conforte bien la thèse de mon confrère, mais ces actions sur le terrain, au jour le jour, telles qu'on est en train d'en parler, je pense que c'est beaucoup plus, c'est au-delà de ce constat. Je pense qu'il y a un peu de banditisme, des gens qui manquent de provisions, des gens qui sont désœuvrés, qui s'en donnent à cœur joie à ces attaques-là, qui veulent avoir de quoi survivre. Mais il y a aussi la plupart de ces attaques-là, qu'on ait écho ou après ou pas, c'est des attaques qui sont l'œuvre des éléments djihadistes qu'on appelle en termes officiels ici les terroristes, parce que eux, ils ont juré de mener à l'échec ces accords-là, d'autant plus que certains de leurs leaders n'ont pas été associés à la négociation puis à la signature de cet accord-là. Et je parle de Iyad Agali, je parle de d'autres, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je pense que ces groupes n'ont pas dit, ne dorment pas sur leur l'oreiller, d'autant plus qu'ils ont mis en garde ceux qui ont accepté de s'asseoir sur la table de négociation et de signer l'accord avec les autorités maliennes. Donc ils mèneront toujours, tant qu'ils le peuvent, des actions de sabotage de ces accords-là. Je pense que c'est vrai, avec les morts de soldats, les incidents qui touchent les soldats maliens, on ne va pas jusqu'à dire qui sont derrière ces actes, mais c'est bien avec les forces étrangères, que ce soit Barkhane, que ce soit la MINUSMA, chaque fois il y a des revendications, donc ça ne peut pas être trop différent. Peut-être ils ont des canaux, après les attaques ciblant leurs soldats pour en arriver à la revendication, savoir un peu qui est derrière, et que les forces maliennes n'ont pas ces avantages matériels-là pour savoir qui se cache derrière ces attaques. Mais je pense qu'il y a une similitude. C'est fort probable que ce sont des éléments djihadistes, des islamistes armés qu'on appelle en termes plus officiels les terroristes,
qui sont derrière la grande majorité de ces attaques, qui veulent déstabiliser, remettre en cause tout ce qui est acquis de la paix et pour éventuellement faire parler d'eux, je pense. Studio Tamani, 18h30. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le forum de la presse avec 3 journalistes, Amadou Diallo, il est de l'essor même si il est là en tant que journaliste qui exprime ses propres opinions. Alou Diawara qui lui aussi est là en qualité de journaliste indépendant et David Dambélé de Dépêche du Mali. Alors avant d'aborder donc le second thème de cette émission, nous allons quand même dire un mot d'un événement qui lui aussi n'est pas du tout gai. C'est donc ce conflit intercommunautaire qui a dégénéré entre 2 villages voisins dans la commune de Faraba, dans le cercle de Kenyeba, en première région. Le bilan est d'un mort, de 7 blessés, dont 4 graves. Alors, pourquoi les conflits intercommunautaires sont si récurrents toujours ici au Mali? Je pose la question à vous en premier lieu, Amadou Diallo. Bon, les conflits, généralement, surtout vers le... Vous avez bien dit, hein, Kenyeba, c'est une zone aurifère. Donc forcément, l'intérêt va... L'enjeu, ça, c'est le contrôle des puits, hein, des puits artisanaux d'extraction de l'or. Généralement, les conflits, il faut toujours trouver les causes des conflits entre villages, entre communautés, toujours le contrôle d'un espace, soit un espace vital pour un ou 2 villages. L'un veut peut-être s'accaparer du tout. Il faut simplement le manque d'esprit de partage. Sinon, notre société, telle qu'elle nous a été léguée, quelle que soit la culture, il y a toujours un moyen, un mécanisme de règlement des différends. Mais aujourd'hui, les intérêts économiques, les intérêts matériels sont tels que les gens veulent régler les choses en leur façon, sans passer par les mécanismes traditionnels de règlement des conflits. Sinon, si on se met derrière les anciens, parce que dans toutes les sociétés, il y a une violence. Hein. Depuis les premières sociétés jusqu'à nous, il y a toujours violence. Et toujours, la société a trouvé un moyen de régler les conflits à l'interne. Maintenant, si on outrepasse ces mécanismes, il va de soi qu'on s'entretue. C'est juste, moi je crois qu'il faut que les gens reviennent à des fondamentaux de notre culture. C'est-à-dire que le sens du partage, d'abord, prioritairement, parce que l'individu commence à tuer le collectif. Et si je dis même, l'individu a tué le collectif chez nous. Aujourd'hui, avant, ce qui se réglait de façon simple et rapide par la société n'est plus possible. Parce que tout le monde se dit, ah, moi. Les philosophes français ont fait un travail magnifique sur ça. Ils ont dit, le moi est égoïste et le moi tue. Il faut que les gens acceptent de renoncer un peu à leur moi, à leur ego, pour regarder l'intérêt du collectif. Parce que l'individu ne peut exister que lorsqu'il se retrouve dans un collectif. Sinon, quand on est tout seul là, tu regardes devant, tu ne vois personne, tu regardes derrière, tu ne vois personne, tu te retrouves seul. Et qu'est-ce que tu peux faire tout seul? C'est une question de mental. Il faut que les gens comprennent que c'est ensemble qu'on peut réussir. Et quand les problèmes économiques se posent, quand les problèmes même c'est toujours dans le cadre des zones aurifères, entre le Mali et la Guinée, entre des villages maliens et un village guinéen, un village malien, c'est toujours pour l'or. Mais l'or là, ça ne se bouffe pas cru. Ça ne se bouffe pas cru. Il faut que les gens comprennent ça. Bon, moi je crois que les causes des conflits, généralement, c'est juste le contrôle des puits, ou bien en tout cas un espace économique, agricole, et de pêche. En tous les cas, c'est pour chercher à contrôler un espace pour soi. Point, à mon avis. Moi, en tout cas, je suis un peu surpris que ça vienne du côté de la première région. C'est vrai que ces derniers temps, c'est les contrées du Nord qui se signalaient par rapport à ces conflits communautaires autour du bétail, par exemple, autour de
des superficies cultivables et autres, comme l'a dit Diallo. Et les conflits transfrontaliers aussi, on en a connu. Certainement, ce qui se passe au niveau des Kenyeba, comme on le sait tous, Kenyeba est réputé pour son statut aurifère. Donc, on s'est dit, sans trop connaître le fond, que ça doit pouvoir tourner autour des espaces d'exploitation aurifère. Et donc, le mécanisme qui a toujours prévalu, c'est le mode de règlement traditionnel, coutumier. Si les communautés n'arrivent pas à s'accommoder à ça, ça dégénère et très souvent, ça cause pas mal de dégâts et que même les autorités locales ne peuvent contrôler. Voilà. Alou Diawara. Moi, je minimise. Je pense que c'est un incident isolé, à double titre d'ailleurs, parce qu'au niveau de la forme, ce n'est pas assez courant que dans cette zone qu'on en arrive de toutes les façons. Mais Alou Diawara, il y en a eu assez dans d'autres zones. Je sais, je parle de la région de Kaï, du cas de Kenyeba. Des conflits intercommunautaires, c'est généralement rapporté dans des zones frontalières, à ce que je sache. Et quand il y a beaucoup plus de victimes ou de blessés, ça s'est toujours rapporté sur la frontière Mali-Guinée très généralement. Et pour ne pas trop m'appesantir là-dessus, je dirais que les conflits intercommunautaires sont beaucoup plus signalés au niveau entre les agriculteurs et les peuples. Donc moi, je pense que pour cette fois, c'est un incident isolé. Je ne sais pas s'il y a eu des précédents. Même s'il y a des précédents, je pense que ce n'est pas des incidents graves comme on en voit avec les peuples et les agriculteurs en longueur au fil des mois, et aussi en longueur de saison, chaque saison pratiquement. On en voit beaucoup sur cette ligne frontalière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on tire les leçons de la chose, mais je pense que c'est à minimiser. C'est vraiment des incidents isolés. Et un mort, peut-être que tout le monde n'était pas déchaîné. Les gens ne sont peut-être pas habitués à prendre des armes, à en arriver à la mer ou à faire beaucoup plus de violence. Je pense que c'est des incidents isolés. Alors, on revient sur la récente manifestation à Kidal au cours de laquelle 2 personnes ont trouvé la mort. Les manifestants imputent les tirs à la MINUSMA. Celle-ci vient de rendre public les premiers éléments d'investigation menés par son équipe d'enquête interne. De ces premiers éléments, on dit qu'ils ne permettent pas de déterminer l'origine des tirs. Alors, on ne sait donc toujours pas la vérité par rapport aux auteurs de la mort de manifestants. Votre lecture, Amadou Diallo? Bon, évidemment, avant de venir, j'ai tiré le compte-rendu du point de presse de la MINUSMA. Bon, ce genre de manifestation, c'est difficile d'établir qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer. C'est difficile, parce que Parce que quand je lis dans le compte-rendu, la MINUSMA se défend pour dire qu'il y avait parmi les manifestants des gens qui tenaient des cocktails Molotov. Donc, quelqu'un qui tient aussi cocktail Molotov, là, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour faire du mal. Ça veut dire que la violence, c'est des deux côtés. MINUSMA a attaqué, elle se défend avec les moyens de bord. Bon, je ne peux pas être formé sur quelque chose, mais ce que je peux dire par rapport à cette violence-là, toujours dans le compte-rendu de la MINUSMA, j'ai lu la MINUSMA est par ailleurs vivement préoccupée par l'instrumentalisation des enfants lors de cette manifestation violente et la condamne vigoureusement. C'est dommage que cette condamnation vienne maintenant. Ça a été toujours dit. Ça a été toujours dénoncé. Vous voulez dire que c'est seulement maintenant que la MINUSMA fait comme ça? Voilà, c'est parce que maintenant qu'elle-même elle est victime, elle comprend que
ces jeunes-là ont toujours été manipulés par une minorité pour obtenir ce qu'ils veulent. Moi, lors de l'événement qui ont survenu après la visite de l'ancien Premier ministre, j'avais un promotionnaire qui travaillait à l'époque à Kidal. Parmi les gens qui ont été pris et emmenés, ils avaient les yeux bandés. Il dit qu'il a entendu la voix d'un jeune, d'un garçon qu'il connaît, qu'il le fréquente, qui n'avait pas 16 ans. Et qui faisait partie des gens qui ont tué les gens, nos administrateurs. Et ce jeune-là a dit à ceux qui faisaient le tri, dit « Ah non, laissez celui-là, lui je le connais, franchement il est bien avec nous ». C'est sa voix qu'il a indiquée. Et le garçon, en tout cas la voix de celui qu'il a détecté, il est sûr que ce garçon n'a pas 16 ans. Ça veut dire que ces jeunes-là ont toujours été manipulés par des gens. C'est pour dire que il faut que la MINUSMA écoute les Maliens. Il faut que la communauté internationale écoute les Maliens. Parce que c'est nous qui sommes là, qui sommes victimes de cette situation. On a vécu depuis des années. Depuis la rébellion de la fin des 80, début 90, on a compris que cette rébellion, comme je l'ai dit, c'est devenu un moyen de réussite, un moyen d'ascension sociale pour certaines familles, pour certains groupes. Et que ces gens-là, tant qu'ils pensent qu'ils peuvent profiter de cette situation, ça va revenir de façon cyclique. Malheureusement, la communauté internationale, qui se dit internationale, qui pense qui s'est mis dans une situation de « je connais tout », refuse d'entendre raison à travers les Maliens qui vivent la situation. Et franchement, il faut que les gens, cette communauté internationale, revienne à la reconnaissance de ce que nous avons comme moyen de régler ce conflit-là. Et accepter de partager notre expérience dans la gestion de ce conflit. Parce que moi, je suis Peul. Mes parents, moi, je n'ai pas vécu dans la zone. Mais nos parents qui ont vécu dans la zone, et nos grands-pères et arrière-grands-pères, ont toujours cohabité. Ils ont toujours cohabité ensemble. Mais il y a toujours des moments de conflit. Et ça, c'est inhérent à la vie. Mais faire de cette violence un moyen d'ascension sociale, c'est maintenant. Donc il faut qu'on se parle, on se comprenne, on se partage les informations. Peut-être qu'on peut trouver un moyen pour éviter ce genre de conflits. Voilà. David Damele de Dépêche du Mali. Je pense que le rapport de la MINUSMA nous laisse sur notre faim. D'autant que, heureusement, ils disent que c'est un rapport préliminaire. Le rapport ne dit pas pourquoi il y avait des manifestants dans la rue. On dit il y avait des manifestants. Il commence par dire qu'il y avait des manifestants à la place de la Liberté, et ce sont les mêmes manifestants qui se sont transportés à l'aérodrome. On ne dit pas pourquoi il y avait cette manifestation. Je pense que c'est très important pour un rapport qui se dit crédible, sérieux, et c'est important de le préciser. Ensuite, je pense que, voilà, on ne sait pas, le rapport ne dit pas qui a tiré. Il y a vraiment un point d'interrogation à ce niveau. Et quelque part, on dit que, voilà, les manifestants ont enflammé le dispositif de sécurité, entre autres. Et je pense que ça ne suffit pas. Moi, je me dis que pourquoi c'est la MINUSMA qui fait cette enquête-là, interne, sur une question qui la concerne directement. Est-ce qu'une autre entité ne pouvait pas mener cette enquête
pour qu'elle soit beaucoup plus crédible. Je pense qu'en définitive, c'est disproportionné que l'enquête soit menée par la MINUSMA. Alou Diawara. Moi, j'ai confiance en la MINUSMA parce que ce n'est pas une première manifestation violente dans laquelle la MINUSMA a été impliquée. Si à Gao, en janvier 2015, après enquête, je pense que le temps de l'enquête c'était beaucoup plus long que ce temps qu'on connaît pour ces conclusions préliminaires. Donc moi, j'ai confiance en la MINUSMA qu'elle va dire les choses telles quelles. Parce donc, que la lumière sera complètement faite. Tout à fait, parce qu'elle a reconnu avoir tué les 2 ou 3, je me rappelle Gao. plus, à Gao, en janvier 2015. C'est pratiquement les mêmes scénarios, les mêmes manifestations, les mêmes manifestants qui s'en prennent à la MINUSMA, à ces installations. Donc, mais je pense que après cette manifestation, il y aura un avant-manifestation et puis un après-manifestation, parce que les populations qui sont restées sur l'aérodrome plusieurs jours après les événements, qui ont finalement obtenu la libération des personnes dont ils revendiquaient la libération, et la cause même de cette manifestation-là. Je suis d'accord avec mes confrères que les causes de cette manifestation, vue de la MINUSMA, devraient figurer sur le rapport, mais de vive voix, moi j'ai déjà pris avec la MINUSMA comme raison de cette manifestation, les allégations d'arrestation de personnes ou de responsables des mouvements armés suite à la mort de 3 soldats à Tessalit. Donc nul n'ignore cela, mais c'est vrai que pour que les choses soient beaucoup plus formelles, il fallait donner sa part de vérité par rapport à la raison qui a poussé les manifestants à s'en prendre aux installations de la MINUSMA. Donc moi, j'ai confiance en la MINUSMA qu'elle va dire les choses telles quelles, et j'attends de voir, comme ils disent que ce n'est qu'une enquête préliminaire qui n'a pas permis de savoir qui a tiré, d'où venaient les tirs. Donc je pense qu'on va attendre un peu sur le sujet pour tirer des conclusions beaucoup plus définitives. La suite de cette émission dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous allons à présent donc évoquer un scandale, c'est la disparition d'armes et de munitions dans un camp de la garde nationale. On avance différentes hypothèses par rapport à la destination des armes disparues. C'est un dossier auquel vous vous intéressez forcément, Amadou Diallo? Bon, ça c'est... Vous savez, la disparition des armes dans les casernes, là, c'est une histoire compliquée, parce que moi j'ai regardé une émission je crois que c'est sur France 2 qui parlait de disparition de munitions dans un camp en France. Ce n'est pas propre au Mali seulement, et puis ce n'est pas... Moi je crois qu'il faut minimiser cette affaire-là, non pas parce que c'est à minimiser, mais il faut circonscrire la situation et comprendre que déjà les autorités de la garde ont pris les dispositions pour chercher à savoir qui est à l'origine de ces enlèvements. Dans tous les cas, j'ai confiance que, comme l'a dit Alou, j'ai confiance que ils sauront qui a pris ces armes. Mais je me suis amusé à demander certains chefs militaires par rapport à la situation. On m'a dit que en ce moment, les opérations de cantonnement des groupes armés sont en cours. Sont en cours, et l'un des critères d'admission d'un élément dans un centre de cantonnement, c'est la présentation
d'une arme. Il faut montrer une arme pour prouver que tu as effectivement combattu. Bon, malheureusement, comme je l'ai dit par rapport au sujet précédent concernant le règlement des conflits chez nous, parce que ces conflits-là ont une histoire, ont un objectif, et ont un moyen, un mode opératoire. Aujourd'hui, il est connu de tout le monde que des jeunes sont en train de quittent Bamako, d'autres régions du sud, pour aller se faire enrôler. Et ces jeunes-là qui n'ont pas combattu, qu'est-ce qu'ils vont montrer? Bon, il y a beaucoup de moyens détournés pour se procurer d'une arme et puis pour montrer que moi aussi... Très rapidement, Amadou Diallo, je crois que pour plusieurs raisons, il est quand même dangereux de minimiser cette affaire dans la mesure où si on peut se permettre d'enlever des armes pour une cause comme le cantonnement donné à des gens qui ont besoin de présenter une arme, alors, qui va vous donner la preuve qu'on ne peut pas enlever ces mêmes armes et les remettre à d'autres personnes pour Monsieur Fomba ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en train de partir sur des hypothèses. Je n'ai pas dit que ces armes ont été enlevées pour donner aux jeunes qui vont se faire enrôler. Non, je n'ai pas dit. Je dis c'est une hypothèse. Voilà, je dis simplement que c'est l'une des causes. Et bon, en écoutant cette conversation, moi, ça m'a donné des idées. Je dis bien, ça m'a donné des idées. J'ai dit, bon, dans tous les cas, là où on est en train de dramatiser, on dit que la garde nationale assure la sécurité des institutions. Ça, c'est dangereux. Effectivement, vu sous cet angle, c'est effectivement dangereux. Mais j'ai dit, c'est pourquoi j'ai commencé par l'exemple en France. Un camp, moi, c'était vraiment un reportage complet que j'ai suivi sur France 2. Les enquêteurs se sont demandé comment les gens se sont introduits dans cette partie, là où les munitions ont été enlevées. Encore que rien n'a été cassé, il n'y a pas eu de... Ils se sont posé la question, comment les gens ont réussi à s'introduire dans cette partie du camp pour enlever des munitions. Et encore, c'était des explosifs très dangereux. Et ça, c'est en France. J'ai dit donc, ça dit que ce qui arrive à nous, ce qui arrive chez nous, il faut que les gens comprennent. Les médias, il y a certains médias qui amplifient les choses à dessein. Moi, je mets ça dans ça. Je mets cette situation dans cette opération d'amplification. Et sinon, déjà, dès qu'on a le fait de suspendre la suspension du chef d'état-major et du commandant du groupement concerné, dans les minutes qui ont suivi leur suspension, prouve que les autorités de la garde ont pris toute la mesure pour circonscrire le phénomène. Et ils ont pris toutes les responsabilités pour déjà circonscrire le phénomène. C'est ça que je faisais allusion. Donc moi, je crois qu'il faut leur faire confiance. C'est des chefs militaires. C'est un gros colonel, moi je le connais, c'est un monsieur, un militaire vraiment valable. Il sait ce qu'il doit faire. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse influencer par certains médias qui amplifient à dessein. Alors, nous tournons maintenant du côté de David Dambélé de Dépêche du Mali. Mais moi, je pense que c'est vraiment scandaleux, quoi, que cet acte puisse... c'est vrai que c'est pas aujourd'hui que nous connaissons les vols, enlèvements d'armes au niveau des casernes. C'est un phénomène récurrent, mais je pense que c'est vraiment dans un contexte, dans le contexte que nous vivons actuellement, les dispositifs devraient être des mises pour que de tels actes ne surviennent pas. Et la question se pose de savoir où sont passées ces armes, qui les ont pris. Il s'est dit que ce n'est pas à la garde nationale seulement. D'autres enlèvements se sont faits ailleurs. Et moi, je pense que, contrairement à M. Diallo, je pense que l'arrestation, la suspension des responsables militaires
suspension qui a été levée il y a 2 jours. Et c'est pour amuser la galerie. Parce que moi, je pense que c'est inadmissible que de tels actes se produisent dans le contexte où nous sommes. Alou Diawara. Moi, je suis vraiment dépassé par l'affaire. Je pense que c'est vraiment très, très grave par les temps qui courent. Parce que, vous voyez, on parle de lutte antiterroriste, on voit à 22h, 23h, des patrouilles qui arrêtent les gens, fouillent les coffres. À la recherche de quoi? Principalement les armes. Si les armes ne circulent pas. Si on se permet que dans nos garnisons, qu'une vingtaine d'armes et de surcroît, les armes les plus répandues, les plus, efficaces, entre guillemets, pour les malfaiteurs, les terroristes, c'est des PM, une vingtaine de PM. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus grave que cela. Et d'ailleurs, mon confrère parle de peu d'amplification. Je pense qu'on n'a même pas bien communiqué là-dessus. Parce que pour que la population sache, pour que la population soit vigilante à ces choses-là, il faut qu'on communique pour dire qu'attention, redoubler de vigilance. On a perdu des armes. Si vous doutez de vos voisins ou des passants, faites-nous signe, force de sécurité. Je pense que c'est comme ça, dans un pays qui veut réellement lutter contre l'insécurité. Mais je déplore qu'on n'en ait pas fait cas dans les médias publics, à l'ORTM, à l'AMAP, parce que c'est des sujets. Qu'est-ce qui est plus d'actualité que ces choses-là? Parce que c'est la sécurité. Qu'on n'en parle pas, je pense que c'est une mauvaise volonté de la part de ceux-là qui devraient en parler, parce que si on n'en parle pas, les gens ne sauront pas. Je pense qu'il n'y a rien de plus grave que ça, par les temps qui courent. Abdoulaye Diallo, très rapidement. Ouais, je vais le rectifier pour dire que non, et peut-être qu'il n'a pas lu le sort. Le lendemain, sinon c'est dans le sort. C'est bien écrit dans le sort. Il y a eu peur d'armes au niveau de la garde nationale et au niveau de l'autre caserne. Mais je dis tout simplement, moi je dis, si j'ai pris l'exemple de la France, c'est une puissance. Dans un pays comme la France, si on a pu s'introduire dans des casernes bien sécurisées pour enlever des munitions très dangereuses, ce n'est pas étonnant que ça arrive chez nous. Et si ça arrive chez nous, il faut circonscrire et il faut dire avec la manière. Mais je ne suis pas d'accord qu'on amplifie à dessein. Alors, je pense que si on n'en parle pas, il nous reste juste 3 minutes. Chacun a 30 secondes pour aborder ce sujet. Les travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation ont repris. Il y a encore beaucoup de points de divergence, mais les partis semblent ne semblent pas désespérés. Vous aussi, êtes-vous optimiste, Amadou Diallo? Bien sûr, je suis très très optimiste. Dambélé, moi, David? Je suis sceptique. Je suis sceptique parce que là, on place la Cour constitutionnelle dans un dilemme. Elle doit trancher. Et voilà, moi, je suis sceptique. Alou Diawara. Moi, je suis optimiste, mais je pense que en 8 réunions, les choses n'ont pas vraiment bougé, parce qu'il y a toujours des questions en suspens. On y va, on y revient. Il n'y a pas d'avancée, majeure sur ces questions-là. Le comité est formé. Et voilà, il y a beaucoup de choses en suspens. Je pense qu'on devrait attendre d'ici un mois, voir si les choses vont bouger. Voilà, nous sommes donc au terme de cette émission. Je rappelle que nous avions 3 invités. Amadou Diallo, il est là en tant que journaliste indépendant. Alou Diawara également là en tant que journaliste indépendant. Et David Dambélé de Pêche du Mali. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, il y avait Seydou Sedoubo. Régie vidéo, Fili Dambélé. Réalisation Ousmane Diadjetou. Représentation Seydou Fomba. On va donc se retrouver dans une semaine pour un autre forum de la presse. Bon week-end à toutes et à tous. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.